Bonsoir à tous, vous êtes presque une centaine déjà connectés et on va attendre que tout le monde nous rejoigne, hein, puisque vous êtes, à mon compteur, à peu près 450 personnes à vous être inscrits pour participer à ce webinaire qui est intitulé Bien préparer son livre photo et qui est animé par Olivier Henrigaud que j'aurai la joie de vous présenter dans quelques instants. Ce que je peux faire pour le moment, c'est déjà voir avec vous si vous m'entendez bien et si vous avez une image. Donc ça, vous pouvez utiliser pour ceci les outils qui sont à votre disposition avec le logiciel que vous avez normalement chargé. Et donc, vous pouvez, en utilisant l'outil questions-réponses, me dire si le son vous va bien. Oui, pour le moment, c'est une copie d'écran en attendant que tout le monde se connecte, hein. Tout à fait, Henri-Pierre. Donc moi, je vois tout ce que vous m'indiquez. Donc le son est bon, parfait. Et je vais être votre modérateur pour ce webinaire. Voilà. Donc il y a encore beaucoup de personnes qui se connectent, hein, puisque c'est une plateforme et des fois les gens ont un petit peu de soucis pour... il faut des fois qu'ils redémarrent. Alors on n'a pas le son stéréo, mais seulement le canal droit. Ah, eh bien, ça, je suis un petit peu surpris. Alors, je regarde. Alors, tout est OK. Ouais, quelques belles images, hein, certains ont repéré. Donc, c'est certaines des photos dont on va parler ce soir. Donc, déjà, merci à chacun d'entre vous d'avoir fait l'effort de vous connecter, de vous inscrire pour ce webinaire. Et je sens qu'Olivier est pressé de démarrer. J'entends du bruit de son côté. Il est 18h31. Et Olivier, je propose que tu mettes ta caméra sur toi. Voilà. Moi, je vais vous faire juste un tout petit coucou. Voilà. Bonsoir à tout le monde. Merci beaucoup de nous rejoindre si nombreux. Et donc, j'ai la joie ce soir d'inviter Olivier Henrigaud qui va animer ce sujet qui est bien préparer son livre photo. Olivier est un photographe qui fait aussi de la réalisation vidéo, du cinéma. Et je pense que un des éléments qui le distingue, c'est son engagement pour l'environnement, mais il va vous en dire un petit peu plus. Je lui laisse donc la parole et de temps en temps, je me permettrai de venir compléter ses propos, de vous lancer un petit quiz puisqu'on a prévu une ou deux petites interactions. Donc j'insiste, au niveau des outils qui sont à votre disposition, vous pouvez communiquer avec nous par l'outil questions. Sinon, votre micro n'est pas allumé. Ce qui est normal puisque vous êtes trop nombreux, on ne peut pas faire un one-to-one. Dans un premier temps, on va passer 35 minutes avec Olivier qui va nous présenter son sujet. Ensuite, je ferai une petite pause pour vous expliquer les offres spéciales sur les deux marques qui financent cet événement. Donc une offre spéciale BenQ et Calibrite. Et vous verrez si ça vous intéresse, hein. Ce sera très court. Ce sera comme ça une petite page de publicité. Et ensuite, on passera à une session questions-réponses où, pour le coup, là, je poserai les questions à Olivier de votre part. Donc, quand il y a des questions qui sont par rapport à son parcours, par rapport à la technologie qu'il utilise ou par rapport à ses réglages, au fil de l'eau, moi, je vais noter et regrouper sous forme de fil les différentes questions que vous pouvez avoir. Si pendant sa présentation, il y a une ou deux questions, vous voulez savoir comment ça s'appelle Svalbard, par exemple, là, moi, je peux peut-être répondre en direct et je ne prendrai pas le micro. Mais donc maintenant, je laisse la place à Olivier qui va nous présenter bien préparer son livre photo.
Bonsoir Hervé, bonsoir à toutes et à tous. Merci déjà de m'avoir invité hein, pour parler de mon travail. Et plus particulièrement, là, c'est vraiment l'activité, c'est vraiment brûlant pour moi parce que c'est la sortie de mon prochain livre, donc Arctic Circle. Et donc, c'est très intéressant parce que je suis à plein dedans, on va dire. Le livre sort bientôt. Toute mon équipe a travaillé aussi avec moi là-dessus et c'est pour moi vraiment un plaisir de pouvoir partager cela avec vous et de vous donner peut-être aussi des bons conseils pour ceux qui veulent bien sûr euh, éditer leur bouquin et pouvoir avoir des bons tips, comme on dit. Mais bon, bien avant tout ça, c'est vrai que comment on va dire ce projet est né, hein, parce que créer un livre photo, c'est vrai que c'est un projet. Et comme tout projet, bien sûr, il y a une genèse. Et alors, on en arrive comment pour euh, bah, tout de suite se projeter, avoir une idée sur un livre photo. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vous ai préparé quelques visuels, évidemment. Hop, tac. Et donc, au point de vue, bien sûr, de ce bouquin qui est Arctic Circle, qui fait partie d'un projet qui, lui, est Arctic Interactions. Et donc, le bouquin, lui, fait partie donc, de ce projet. Donc, il y a plusieurs activités. C'est comme ça que généralement je monte mes projets. Donc ce livre fait partie voilà, d'un gros projet qui est Arctic Interaction et je vous en parlerai un petit peu plus tard. Il y aura également derrière une expo qui va suivre, donc en relation avec ce bouquin, et aussi une web série aussi derrière. Mais bon, tout ça pour revenir déjà au départ, comment est-ce qu'on part avec une idée, avec un projet. Je me suis rendu compte au fil du temps qu'à travers mes cinq ans de reportages, de documentaires, de documentaires télé hein, aussi, hein, que j'avais emmagasiné beaucoup d'images et donc à raison à peu près de 5 gros reportages sur 5 ans. Et donc là, je me suis retrouvé avec à peu près 2000 images par reportage, ce qui est quand même pas mal. Et je me suis dit, là, j'ai peut-être moyen de traiter peut-être un sujet, mais pas peut-être qu'un seul pays, comme j'aurais pu le faire peut-être. Hein, j'aurais pu traiter que l'Islande, que la Finlande, que le Spitzberg. Mais comme Hervé l'a bien dit tout à l'heure, mon travail est aujourd'hui porté totalement sur la protection de l'environnement. Et donc, au fur et à mesure de mes reportages, je travaille quasiment tout le temps avec soit des scientifiques, avec les personnes de terrain, moi-même étant bien sûr une personne de terrain, mais du coup, ce regard-là d'autres personnes et d'autres compétences m'ont fait prendre encore conscience d'autres choses. Et je pense, pour tout vous dire, pour rentrer un peu dans, dans le secret ou une petite histoire, avec Léo Déco, on était donc en Antarctique il y a de ça quelques temps. Et donc il me dit donc Léo Decaux, et donc c'est un scientifique glaciologue hein, qui a étudié pendant plusieurs années au Svalbard, donc au Spitsberg. Et donc il me dit, Olivier, tu sais, tout le monde dit sauvons la planète, mais la planète, elle sera toujours là. Donc, mais nous, c'est nous plutôt qui nous sommes en train de nous détruire. Et c'est nos agissements plutôt on va dire, qui ne, qui ne sont pas bons. Donc, pour employer des bons termes. Donc, ça m'a marqué ce côté. C'est bien on se dit il faut sauver la planète, mais non, non, c'est plutôt nous qui devrions nous rééduquer
et adopter les bons gestes. Et c'est là où je me suis dit, bah, la photo, on va dire toute seule, ne suffit plus, la belle image ne suffit plus, mais il faut la porter avec d'autres personnes et d'autres compétences. Et donc voilà, et là ça m'a fait tilt et je me suis dit, eh ben effectivement, je vais avec mes images, avec tout ce lot d'images, euh, essayer de porter ce message et de pouvoir alerter le public sur des photos que j'ai fait, que peut-être qui ne pourront plus être refaites. Voilà, ce qui serait bien triste. Mais surtout, voilà, de pouvoir avec les scientifiques, avec d'autres personnes, pouvoir porter encore plus ce message que la belle image. Voilà, donc ça c'est vraiment très important parce que aujourd'hui le photographe tout seul, comme je disais, peut peut-être pas faire grand-chose à ce niveau-là, en tout cas par rapport à l'environnement. Et si on prend certaines compétences comme la photographie, la science, et bien sûr on a l'environnement hein, qui est la clé. Peut-être qu'avec toutes ces compétences-là, on pourra proposer, on va dire, des solutions pour adopter un bon comportement. Voilà. Donc les zones arctiques, c'était vraiment un sujet important pour moi. Le réchauffement climatique a été traité un nombre de fois assez conséquent. Donc pour moi, c'était l'impact de l'homme ou de l'humain sur le réchauffement climatique. Voilà. Et c'est pour ça que ces zones arctiques qui sont comme un effet miroir, parce que par exemple le Spitzberg, qui est encore une zone qui n'est pas encore trop touchée, même si elle commence à l'être, nous permet de voir un peu la dégradation que pourra avoir cet écosystème par nos mauvaises actions, par les émissions de carbone, par voilà, bon nombre de problèmes qu'on soulève et auxquels aussi on souhaite apporter des solutions, d'où la web série qui suivra, on va dire, dans 2 ans, qui s'appellera Arctic Impact, qui, elle, sera une web série qui sera vraiment dédiée à aborder aussi chaque problématique et donner une solution à chaque problème par épisode. Voilà. Donc ça, c'était la petite parenthèse là-dessus. Tu voulais nous montrer des images peut-être de justement, je crois que tu as des photos avec Léo en action, etc. Donc, oui, tout à fait. tu veux partager ton écran avec nous? Oui, complètement. Alors, tac, comme ça, bah, vous pourrez voir directement. Voilà, donc là, c'est vrai que donc, là, je vous parlais du projet Arctic Interaction. Donc ça, c'est le projet global. Et donc là, bah, là, vous voyez Léo directement dans un glacier au Svalbard, hein, au Svalbard, au Spitsberg. Et les conditions assez rudes qu'on peut rencontrer dans ce genre de région. Donc là, ouais, c'est assez impressionnant. Et donc, pour revenir à notre bouquin, Arctic Circle, Memory of the North, au départ, comme pour tout projet, on est sur la conceptualisation, on est sur des croquis. Donc là, comme vous pouvez le voir, je pense que Hervé, l'écran se partage bien, le grand écran, parce que Oui, c'est nickel. tu vois bien. Hein. Donc là, automatiquement, on voit voilà, qu'on a travaillé sur de la couverture. Au début, il y a eu même des questions entre la couve sur certaines images, parce qu'il y a des belles images de maman ours qui est avec ses petits. Alors bon, je vais pas tout vous dévoiler ce soir, mais vous allez déjà voir quelques images pour vous donner un aperçu. Il y a des images assez extraordinaires de maman qui allait les petits au Spitsberg qui est très difficile d'accès pour observer, pour respecter les animaux, pour sortir des images fantastiques. C'est pas le Canada où c'est très plat. Le Spitsberg, c'est vraiment très compliqué pour pouvoir se mouvoir. Voilà quoi. Donc il y a des images assez exceptionnelles dans ce bouquin avec des moments vraiment forts. Et donc là, voilà, on a commencé à travailler sur ces premiers petits croquis.
Et après, vous comprendrez bien qu'avec l'imprimeur, il y a tout un travail de choix et d'éléments techniques qui sont importants. Donc voilà, donc je parlais d'un lot d'images, d'un flux d'images qui est assez important. Donc là, on parle par exemple de 10 000 images, hein, à raison de 2 000 images peut-être par reportage. Et tout de suite, il va falloir proposer ou arriver à un top 300 images pour pouvoir après travailler et puis commencer son editing. Donc pour ça, c'est vrai qu'il faut toujours très bien légender ces images. Ça, c'est important. Donc ça, vous pouvez le faire dans des logiciels comme Lightroom, par exemple, hein, qui sont très pratiques pour ça, ou d'autres. Hein. Mais ça, c'est vraiment important pour bien s'organiser, parce que si vous mettez tout en vrac, vous allez mourir et perdre énormément de temps. Donc ça, c'est déjà une première chose. Et surtout, le plus important, c'est effectivement d'avoir un fil rouge et ce fil conducteur. Et là, vous avez bien compris que ce fil conducteur, c'était bien sûr le cercle arctique. Et c'est ce que j'avais envie vraiment de raconter. Et donc, ça passe bien sûr par la beauté de la nature, des paysages qui sont assez différents et variés. Donc, quand je dis assez différents et variés, tout de suite, vous allez tout de suite comprendre. Hop, je vous ai préparé quelques images derrière. Donc voilà, avec des images vraiment différentes, quoi, pour qu'à chaque fois que on puisse tourner une page, on soit émerveillé. C'est le but en tout cas. Et donc cet appel avec plusieurs talents, dont les scientifiques, c'est surtout pour avoir donc leur regard et pas simplement que le regard du photographe. Donc ça, vous l'avez bien compris. Donc dans ce bouquin, dans Arctic Circle, il y a un choix qui a été fait de ma part. C'est surtout d'avoir des textes courts de la part des scientifiques et de moi-même. Donc, donc vous pourrez retrouver, on va dire, trois histoires, on va dire, avec Léo Decaux, glaciologue, avec Déborah Pardo, qui est écologue, et puis moi-même, avec le regard du photographe. Donc, ça fait 3 histoires dans un bouquin, avec des petits textes très légers, très light. Donc, voilà, on est avant tout sur un livre photo. Donc, on donne quand même la primeur aux images, et derrière, on a toujours envie de retourner, voir un peu ce qui se passe dans le bouquin, et puis là, on découvre. Donc voilà, donc le cercle arctique, le fil conducteur, et après ça, comment découper son bouquin, comment le chapitrer. Ça, c'est encore un choix personnel. Hein. Donc, moi, je vous dis un peu mes questionnements, mes réflexions que j'ai eues au fil du temps. Hein. Si, par exemple, j'ai découpé mon bouquin en territoire, donc ça aurait pu être Finlande, Norvège, Spitsberg, Islande aussi, hein, qui fait partie du cercle arctique. Mais non, j'ai pas voulu faire ça. J'ai voulu essayer d'avoir un choix plutôt différent. Je dirais pas original, mais en tout cas différent. Et là, donc, il y a trois chapitres dans ce bouquin qui est à la fois ice, parce que on retrouve beaucoup d'éléments de glace, autant par exemple, dans des vallées glaciaires, ici, par exemple, en Islande, qui fondent après et qui reviennent après en hiver. Wildlife, énormément d'animaux. Donc là, on a vu des macareux. Là, par exemple, vous voyez des baleines, des rorquals, voilà. Et on a le côté adventure qui revient et qui finalement est omniprésent chez moi dans mon quotidien. C'est la photographie d'aventure, c'est vouloir essayer à chaque fois toujours d'avoir un regard différent, que ça soit sur des vues aériennes en avion ou en planeur, que ça soit en milieu sous-marin avec des caissons, que ça soit au niveau terrestre. Donc la photographie d'aventure qui finalement s'inscrit toujours dans ce que j'aime faire, c'est aussi ce qui m'anime. Et donc voilà, donc ce troisième chapitre qui est la photographie d'aventure, et là qui pourra peut-être montrer un peu
la photographie d'aventure, c'est pas que le photographe ou des personnes qui vont découvrir et à la rencontre des animaux, hein, c'est aussi des chiens de traîneau qui aident les mushers, c'est une cohabitation entre l'homme et l'animal, ça c'est très important. Donc voilà, fil conducteur, chapitrage, et donc du coup là vous pouvez voir voilà quelques images avec des panoramiques, avec des assemblages d'images aussi dans le bouquin. Et donc pour ce bouquin, pour ce livre, la couverture, et vous l'avez bien compris, c'est du coup c'est l'œil du loup qui est là. Hop. Alors, On voit pas pour comme l'instant. ça. Ouais, ouais. On va le, on va l'ouvrir comme ça. Tac. Voilà. Ça arrive. Voilà, donc ça, tout simplement, bah, c'est les mock-ups, hein. Les mock-ups qui nous permettent bah, tout simplement d'avancer par rapport à la conceptualisation des croquis hein, qu'on a vu tout à l'heure. Et là, bah, il y a un choix d'éléments techniques, hein. Si demain vous avez envie de faire un bouquin, soit en format paysage à l'italienne, ça se fait souvent, euh, qui a un très bon rendu. Moi, j'ai plutôt choisi d'avoir un livre qui avait un format un peu comme un format carré, c'est un 30 par 28, c'est un faux carré pour être précis, qui est pas très loin dans la forme de mon précédent bouquin sur Kenya Safari, si, pour ceux qui le connaissent. Hein. Et donc, je vous invite à aller le voir, ceux qui n'ont pas encore peut-être pu prendre connaissance de celui-là, quoi. C'est encore différent. Et donc là, voilà, vous voyez pour les mock-ups. Alors, le choix fort d'avoir, on va dire, de pouvoir éditer son propre bouquin, parce que c'est ça, hein, bien préparer son livre photo, ça veut dire bah, se créer son livre photo et aussi bah, être éditeur de son livre photo, que ça soit que pour soi-même, que ça soit pour le mettre, le commercialiser. Et moi, c'est mon cas de figure, c'est-à-dire j'édite et j'autoproduis mon bouquin. Donc ça veut dire que je fais tous mes choix moi-même et parce que j'ai envie de mettre tous les ingrédients, tout ce qui me tient à cœur. Et donc ça, c'est vraiment un grand plaisir et un grand privilège, un grand honneur. Pourquoi? Parce que je vais pouvoir choisir la pagination, je vais pouvoir choisir la couverture, si c'est du cartonné, si c'est du dos toilé, bien sûr de l'impression en photo, l'imprimé photo en quadri, mais il y a plusieurs versions du bouquin. Donc c'est ça qui est intéressant. Il y a une version qui est une version classique, où là vous allez avoir que le bouquin. Il y a une version un petit peu plus au-dessus qui est une version avec un tirage fine art. Donc là on voit celui-là avec le bateau en prise de vue aérienne. Et puis une autre version qui est une version un peu plus premium avec 3 tirages fine art qui est inclus lui dans un coffret. Donc tout ça me permet moi de pouvoir proposer plusieurs versions pour ceux qui souhaiteraient avoir bah, des tirages, une rareté. Voilà. Donc là, on est vraiment, là, on est vraiment dans comment penser son bouquin. Là, voilà, je partage avec vous ça. Ça me fait d'ailleurs, ça me fait vraiment plaisir parce que c'est beaucoup de moments de réflexion. Et puis, je parlais tout à l'heure du travail en équipe sur le terrain et avoir des scientifiques avec moi. Mais derrière ce bouquin, il n'y a pas que moi. Il y a aussi évidemment toute une équipe avec laquelle je travaille et que je vais avoir beaucoup de plaisir à vous les faire découvrir. Hop, ils sont là. Alors, ça arrive, ça arrive, ça arrive. Tac. En fait, c'est Voilà. un boulot assez énorme et c'est pas que de la photographie. Ou comment tu t'expliquerais le travail que ça représente? Bah, le travail que ça représente pour un photographe qui édite son livre, c'est comme un chef d'orchestre, quoi. Un chef d'orchestre qui doit, euh, qui doit vraiment être à l'écoute
et en même temps travailler avec des acteurs. Et là, on travaille plus tout seul. Donc voilà, et il y a des calendriers aussi à tenir, ça c'est important. Donc de toute façon, dès qu'on n'est plus sur de l'individuel, sur du solo, il faut pouvoir conjuguer avec les autres. Et, euh, et voilà, et puis donc moi j'aime cette idée de travailler en équipe. Alors par exemple, tac tac tac, là je vais aller là, je vais un peu réduire, on va regarder ça. Donc là vous voyez par exemple, donc je vous parlais de Déborah Pardo, qui est écologue, spécialisée des albatros, Léo Decaux, donc glaciologue, naturaliste. Mais bien sûr, toute l'équipe qui est autour de ce bouquin et dans ce bouquin, c'est bien sûr, par exemple, Joël Parot. Il y a tout un côté de graphisme, de mise en page du bouquin, qui est assez important. Donc, moi, par exemple, je n'ai pas toutes ces compétences-là, et c'est très intéressant de pouvoir être entouré de bonnes personnes, à la fois compétentes et bienveillantes. Donc voilà, Joël Parot qui a déjà mis en page et travaillé sur Kenya Safari, mon précédent bouquin, et qui là continue sur Arctic Circle. Donc voilà, et également Céline Père qui s'occupe de toute la partie communication, voilà, sur Arctic Interactions et bien sûr le bouquin Arctic Circle. Et donc là, je peux peut-être vous parler d'un aspect qui est très intéressant et dont certains peut-être connaissent, c'est bien sûr le crowdfunding, par exemple. Donc là, pour mon prochain livre, on lance une campagne de crowdfunding pour faire un appel à, à une communauté, on va dire créer une communauté autour de ce bouquin, et pour que les gens puissent participer et s'investir, mais à différents niveaux, euh, par rapport à ce projet, voilà, qui est évidemment un projet environnemental et qui va demain, au-delà du bouquin, nous permettre de faire des conférences, d'aller voir les scolaires. Je parlais d'une exposition qui se tiendra donc dans une galerie à Monaco qui sera ouverte au public. Et là, c'est pareil, on intervient avec des professeurs d'histoire géo pour sensibiliser le public les plus jeunes. Et voilà. Donc tous ces fonds-là nous servent à bien sûr amortir des frais qu'on a en termes d'impression peut-être pour le bouquin, ça c'est sûr, mais aussi d'autres activités qui nous permettent de vraiment faire des actions en dehors et de sensibiliser le public et le jeune public aussi, parce que moi je suis persuadé que plus on va au contact de nos jeunes, plus on aura peut-être gagné la bataille pour pouvoir sauver tout ce qu'on a besoin de sauver. Ça passe, bien sûr, ça passe par nous et ça passe par les plus jeunes demain. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'aujourd'hui, le numérique et les technologies sont omniprésentes dans notre vie et dans les nouvelles générations. Donc, dès qu'on parle d'images, de photos, tout le monde est à l'écoute parce qu'on a tous, bien sûr, nos smartphones, on a tous un appareil photo. Et les jeunes, bien sûr, sont de plus en plus équipés avec ça. Donc, dès qu'on parle de photos, ils sont tout de suite à l'écoute. Et dès qu'on associe aussi la photo à l'aventure, eh bien, on a la photographie d'aventure. Et là, c'est intéressant parce qu'on arrive à embarquer tout le monde. Parce que qui n'aime pas l'aventure, c'est voilà, c'est magique. Donc, du coup, moi, je crois beaucoup en ça. C'est vraiment là-dedans où je pense qu'il faut aller au contact de nos jeunes et de pouvoir leur transmettre, mais avant tout pouvoir capter leur attention. Et pour capter leur attention, ça peut passer par là. Super. Voilà. Si tu es d'accord, je vais envoyer un petit sondage, puisque tu as parlé des différentes manières de faire de la photographie. Et donc, on vous a préparé quelques petites questions. Donc, je vais lancer ce sondage, Olivier, si tu es d'accord. Et donc, Ouais. on s'entraîne, vous allez pouvoir voter. Donc, la photo pour vous, est-ce que c'est au boîtier exclusivement? Est-ce que c'est au boîtier et parfois au smartphone? Ou plutôt que au smartphone, parce que c'est plus facile avec Instagram? Ou est-ce que vous préférez l'argentique? Et vous pouvez cocher plusieurs cases. Hop là.
Ça, je vais partager Alors, ensuite les résultats. Donc, on laisse les personnes répondre. tac, Tu ça le vois marche. s'afficher pour toi, Olivier, aussi, ça. Ah oui, voilà, je le vois là, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Alors, on parlait tout à l'heure de crowdfunding. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vrai que pendant, on va dire aujourd'hui, la majorité de mes projets, c'est des projets environnementaux, des projets terrain. Et, euh, et donc, je sais pas si l'écran n'a pas figé, Hervé. Non, j'ai Là, partagé c'est bon? maintenant le sondage. Et donc, Ah, 61% des personnes, donc vous êtes à peu près 180 connectés, travaillent au boîtier exclusivement. 50% au boîtier ou au smartphone. C'est pas grave hein, que ça soit au-dessus de 100%. 3% uniquement au smartphone et 17% font aussi de l'argentique. Voilà, c'était le ok. petit sondage flash. Donc, la majeure partie au boîtier, Oui. si j'ai bien retenu. Maintenant, je remets l'écran. Vas-y. Ça marche. Donc oui, donc je vous parlais bien sûr de mes projets, alors de mes projets et de mes reportages qui tournent toujours autour de l'environnement. Donc c'est vrai que c'est du travail avec des fondations, euh, comme la fondation La Prince Albert II, qui soutient d'ailleurs cet ouvrage. Euh, c'est important aussi de pouvoir contribuer à certaines actions de structure. Alors là, par exemple, la Fondation Prince Albert II, pour, par exemple, toute vente d'Arctic Circle, il y aura une partie 2 euros qui seront reversés à la fondation qui a des actions sur les pôles. Donc ça, c'est important. C'est un bon exemple pour pouvoir peut-être contribuer à d'autres structures. Et donc voilà. Donc après, Arctic Circle, c'est un très bon exemple. Voilà. Après, ça pourrait être demain le Kenya avec Daphne Sheldrick qui sauve les éléphantaux. Ça pourrait être avec Laurie Marker qui réintègre les guépards en Namibie. Voilà, toutes ces actions-là, tous ces gens-là avec lesquels je travaille et que je côtoie sur le terrain, pour moi, c'est très très important et c'est important de les partager avec vous parce que c'est vraiment du concret qui ne s'est pas toujours posé la question en se disant peut-être demain si je donne tant tant d'euros ou tant de sous, est-ce que ça va réellement servir? En tout cas, je peux vous dire que toutes les structures que je vais partager avec vous, c'est vraiment des structures que j'ai à cœur, qui sont vraiment concrètes sur le terrain. Et pour moi, je pense que c'est vraiment important de pouvoir vous faire ce retour très réel et très concret, quoi. Voilà. De même que pour un bouquin, Hervé, la préface est très important. Donc, euh, je peux en parler même, je pense maintenant, parce que Ouais. j'ai eu l'immense honneur, on parlait de gens de terrain, d'avoir un de mes héros qui a contribué au bouquin, à Arctic Circle, et qui m'a fait l'immense honneur d'accepter d'écrire la préface. Et donc du coup, je vais vous parler de Jason Roberts. Et Jason Roberts, du coup, qui, euh, qui est un des guides euh, qui habite au Spitzberg, à Longyearbyen, c'est le seul d'ailleurs, qui est né là-bas et qui conduit les documentaires de la BBC, entre autres. Donc je pense que certains ont dû voir Frozen Planet, Blue Planet. Donc c'est des très gros documentaires. Et donc Jason s'occupe de toute cette logistique-là. Donc voilà, donc quelqu'un vraiment qui, encore une fois, touche de très très près le terrain et encore plus le Spitzberg. Et comme vous l'avez compris, j'y suis très attaché, on va dire, à pouvoir faire, on va dire, donner la parole et de la place aussi aux personnes qui Tu voulais vivent pas montrer sa quotidien. photo? Je croyais que tu avais le. Oui, ah, oui, oui, complètement, oui, oui, tout à fait, oui. Alors, hop. Alors, ce qu'on va faire, c'est je vais vous montrer les premières pages du bouquin. Je vais vous montrer les premières pages du bouquin, comme ça, ça fera un peu une avant-première.
Donc jusqu'à présent, personne ne l'a vu, hein. Et donc voilà, tac, tac. Je vais peut-être même enlever ça, comme ça vous l'aurez en plein de pages. Hop. Voilà, et vous voyez par exemple, par rapport au bouquin, il y a eu des choix aussi forts, hein, en termes de double page, en version un petit peu cinémascope. Et donc Jason Roberts qui voilà, qui est là, Jason. Et donc Jason, en plus de tous ces beaux documentaires animaliers, s'est occupé aussi de la logistique de James Bond en Islande. Voilà, ce sont des personnes qui sont souvent des personnes de l'ombre. Et franchement, j'ai vraiment beaucoup de plaisir à vous en parler parce que c'est quelqu'un de fantastique et qui est très très proche des animaux de l'environnement parce que bah, comme il est du Spitzberg, c'est chez lui. Et en plus, pour travailler avec des gens comme ça qui sont experts sur le terrain, c'est fantastique. Très respectueux de la nature, très respectueux voilà, des ours polaires, des approches. Euh, donc voilà, ça c'est vraiment très important. Donc Jason, un immense honneur et un de mes héros, quoi. Alors, beaucoup de questions, Olivier, sur les techniques, les étapes pour produire le livre, technique de conception du livre. Et je pense qu'il est 19h05, ce serait pas mal de passer là-dessus. Est-ce que tu veux que je passe d'abord la petite question que tu avais prévue? Tu Oui, les as... oui, bien sûr, ouais, carrément, ouais. Petit sondage. Donc, quels sont les territoires qu'Olivier a couverts avec ce livre? Et vous pouvez sélectionner une ou plusieurs des options suivantes. Alors, forcément, il y a plusieurs territoires. Et ben voilà, vous pouvez tenter de répondre si vous le souhaitez. Je laisse encore un tout petit peu puisqu'il y a pas mal de gens qui Bien sûr. continuent. Et je vais fermer le sondage dans 2 secondes. 1, 2, 2,5. Et il y en a encore qui rajoutent. Allez, c'est parti. Et on va partager les résultats. Donc, 6% pensent que tu as couvert la Russie, 66% la Finlande, 59% la Norvège, 80% l'Islande, 94% le Spitzberg. Quelle est ta réponse? Eh ben alors, on va dire le Spitzberg, bien évidemment, et je vois que vous l'avez bien retenu. Voilà, la Finlande, l'Islande, euh, la, la Norvège, bon, l'élément, on va dire, l'élément qui était faux était la Russie. Donc, vous avez super bien suivi. Donc parfait, quoi. Très bien. Parfait. Donc, je vais masquer ces résultats. Merci. Pas de souci. Hop là. Voilà. Alors, Donc, on revient sur ton écran. Hein. ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais. Tac. Voilà. Alors, tu me parlais des choix techniques, je crois, Hervé, par rapport Oui. au bouquin, par rapport à l'imprimeur, tout ça. Bon, alors déjà, pour, euh, pour bien travailler et fournir à l'imprimeur des fichiers qui sont non pas convenables, mais des fichiers qui sont extrêmement précis, il faut travailler avec du matériel très précis et évidemment l'écran graphique avec lequel vous allez travailler est primordial. Donc avoir un écran bien calibré, c'est la clé, hein, toujours, hein, que ça soit en editing et là encore plus important quand vous allez sortir du print. Donc voilà, l'imprimeur, il faut absolument lui donner des fichiers propres. Vous pouvez pas travailler sur votre laptop ou quoi, c'est impossible et ça tout le monde le sait. Après, je pense que vous avez suivi peut-être mes autres interventions sur d'autres écrans.
sur un écran bien calibré, vous avez les bonnes couleurs, vous avez un espace colorimétrique et un espace RVB, vous utilisez toute la palette de couleurs possibles, tous les nuanciers possibles. Donc ça c'est très important et non pas en sRGB, en sRVB pardon, qui va vous allez avoir beaucoup moins de palettes de couleurs, beaucoup moins de choix. Donc là moi par exemple je travaille avec un écran, là actuellement je travaille avec le BenQ SW321C, voilà, qui couvre 99% d'Adobe RVB, pour pas dire quasiment 100%. Et donc voilà, donc c'est très important. Encore une fois, n'oubliez pas que sur vos écrans laptop, ils ont souvent tendance à tirer dans les bleus. C'est beaucoup plus flatteur, mais c'est pas du tout vous rendre honneur aux fichiers qui vont être imprimés et que vous allez retrouver sur votre support. Donc là, on parle d'un livre photo et il faut que ça soit très précis, très carré. Voilà. Donc c'est un aspect où il faut vraiment pas être laxiste. Voilà. Pour bien calibrer son écran, important d'avoir une sonde. Donc voilà, les meilleures sondes sur le marché sont les sondes, les Calibrite, donc de chez X-Rite. Donc bon, ça bouge pas. Donc ça c'est important de bien calibrer son écran tous les mois aussi. Et avec ça déjà vous allez pouvoir délivrer déjà à votre imprimeur des fichiers très précis. Notre élément peut-être technique, Hervé, par rapport, je sais pas, dans les questions, si tu as des questions. Les étapes. Alors, oui. Alors, dans les étapes, il y a évidemment la mise en page. Hein, ça, c'est très important parce que l'imprimeur, lui, qu'est-ce qu'il attend? Il attend directement les fichiers qu'on va lui envoyer et une belle mise en page avec le maximum d'informations et de choses qui sont bordées. Mais au-delà de ça, il y a un choix de papier qui est fait aussi au départ, qui est proposé. Et là, par exemple, Arctic Circle, c'est un choix d'un papier de 170 grammes à l'intérieur. Donc, c'est un papier qui est assez épais. Et après, vous avez différents types de papier, comme du papier qui va être soit mat, soit satiné, soit brillant. Moi, j'ai pris l'option d'avoir un papier satiné pour pas, parce que c'est un choix personnel après, hein, donc ça me regarde. Mais j'aime bien l'aspect qui est un peu entre les deux, ni trop mat ni trop brillant. Et il y a un bon rendu au point de vue des profondeurs, des couleurs. Et là, la couleur, oui, c'est assez, c'est important. Et au point de vue des reflets, le brillant des fois est un peu trop. Il y a un effet qui me plaît un petit peu moins. Donc là, voilà, il y a tous ces aspects-là en termes de choix de grammage, de choix de papier, de choix de couverture. Donc tout à l'heure, je parlais de dos toilé. La version collector et en édition limitée d'Arctic Circle sera en dos toilé bleu avec un marquage à chaud blanc. Donc le rendu sera très joli. Et la version du livre classique sera, elle, comme vous l'avez vu, avec un dos cartonné, une impression photo, hein, bien sûr, dessus. Et donc voilà, donc ça c'est encore un choix de la part du photographe et de l'éditeur ou du même, donc c'est-à-dire là en l'occurrence du photographe et éditeur. Donc voilà, donc ça c'est une partie des choix des éléments techniques. Et bien sûr, après avoir délivré ces fichiers à la PAO de l'imprimeur, directement, il va bien falloir à un moment donné avoir une validation des fichiers. Parce que on envoie, par exemple, j'envoie mes fichiers à l'imprimeur, lui va me faire un PDF pour me montrer ce que cela peut donner, mais moi, il faut absolument que je puisse me rendre compte physiquement sur le papier quel est le rendu. Voilà, je peux pas comme ça miser, par exemple, tout sur simplement un PDF, c'est pas possible. Donc rappelons quand même aussi que l'imprimeur, lui, travaille en CMJN sur un espace colorimétrique qui est assez différent de nous, photographes, qui travaillons en Adobe RVB. Et donc, il faut faire très attention à cela.
Donc, quand vous travaillez par exemple sur Lightroom, c'est une chose, mais sur Photoshop, vous pouvez aussi convertir vos profils et passer en CMJN pour voir réellement ce que l'imprimeur ou la PAO de l'imprimeur a en face de ses yeux. Et ça, c'est très très important pour parler le même langage. Donc, je ne reviens pas trop sur l'écran bien calibré parce que si au départ les fichiers que vous envoyez sont pas précis, sont pas propres et justes en termes de couleur et tout, c'est fichu. Déjà, vous partez avec une balle dans le pied. Donc voilà. Donc ça c'est important, c'est primordial. Et là, du coup, j'en ai profité pour vous montrer, par exemple, ce que c'est un retour des preuves de la part de l'imprimeur. Donc là, vous voyez en plus directement, là, on a les nuances ici. Et là, par Attends, exemple, ces Olivier, on deux. voit ton écran. Si tu veux le Oui, montrer, mets-toi plus sur la caméra, s'il te plaît. oui, tout à fait, oui. Oui. Alors, désolé. Hop, voilà. Donc, voilà, juste pour reprendre, là, du coup, j'avais gardé sous le coude pour vous montrer. Donc, ça, c'est un retour, c'est des épreuves qui m'ont été envoyées directement par courrier, hein, par TNT. Alors, soit vous avez votre imprimeur qui est pas loin, là, moi, c'est pas le cas. J'ai choisi un imprimeur qui aussi, pareil, œuvre par rapport à l'environnement. Et, et, donc là, voilà, par exemple, ces deux images-là qui font partie du bouquin, euh, n'avaient pas le même rendu en Adobe RVB et en CMJN chez l'imprimeur. Donc, du coup, il y a eu un problème à un moment donné, il y a eu un questionnement. Et là, il a fallu que tout de suite, je convertisse mon profil Adobe RVB en CMJN pour pouvoir voir voilà, comment ça se passait, qu'est-ce que l'imprimeur voyait de son côté. Et ça, c'est important. C'est très important ce que je vous dis là parce que ça peut vous éviter de mauvaises surprises à l'arrivée. Et donc après ça, bien sûr, je reçois une épreuve, donc ça c'est une épreuve, avec les photos voilà, qui pouvaient peut-être poser questionnement ou réflexion. Et là, bien sûr, après avoir reçu cela, si moi c'est OK, bah, directement je valide. Et là, on peut recevoir tout le bouquin comme ça, c'est possible, hein, il n'y a pas de problème. Hein. Voilà. La plupart du temps, ce qui se fait, c'est des épreuves pour des photos ou des traitements qui peuvent être un petit peu particuliers. Voilà. Donc, Je vais repréciser un point, si tu es d'accord, puisqu'il y a pas mal de personnes qui posaient des questions, mais qui fait la conversion des profils de RVB en CMJN? Alors, tout le montage du livre, il a été fait avec un logiciel qui s'appelle InDesign par Joël. enfin, Joël Mais Parot, bien ouais, tout à fait. entendu, Olivier, de lui, de son côté, il a préparé chaque photo. Et donc ça, on va peut-être le voir parce qu'il est quand même déjà 19h16, Olivier. Donc dans quelques instants, si tu peux préparer les fichiers pour montrer quelques images, je crois que tu avais sélectionnées. Oui, oui. Sur un écran, vas-y, prépare, hein. Sur un écran comme celui qu'utilise Olivier, il faut savoir que comme c'est un écran de qualité et qui est bien calibré, il est possible de simuler à l'écran la sortie exacte de l'imprimeur. Mais pour ça, il faut donc que l'écran soit bien calibré, qu'il soit bien réglé, qu'on soit dans une pièce adaptée, que l'imprimeur vous fournisse son profil d'impression, ce que l'imprimeur qu'a choisi Olivier a bien voulu faire. Hein. En général, les sérieux, ils acceptent. Et donc, on a tous les paramètres qui permettent de simuler au niveau de l'écran d'Olivier ce que ça va donner sur la machine, la presse spécifique de cet imprimeur pour le papier qui a été choisi. Hein, parce que le profil qui est communiqué, il contient les informations qui permettent de simuler la presse et le papier de cet imprimeur. Alors, pas mal de questions sur oui, mais de quel pays? Bah, c'est un imprimeur qui est basé au Portugal ici. Donc Portugal. quelqu'un disait les Espagnols sont très compétitifs, mais Olivier avait consulté plusieurs imprimeurs. Je crois que tu avais fait comme choix de ne pas passer par un imprimeur en Asie qui peuvent être encore moins chers, mais alors les délais en ce moment, C'est c'est ça. juste, il faut compter plusieurs mois hein, parce qu'il faut que le bateau il arrive. Donc Olivier avait contacté un Français, un Italien et donc un Et un Portugais portugais. dans C'est ça. son dernier sa dernière sélection. Et puis, pour des raisons plus de délai, puisque les deux autres avaient l'air assez qualitatifs, donc l'un d'entre eux, c'est Scourbiac, hein, qui est français, qui n'a pas été retenu, mais plus pour des questions de capacité à livrer
spécifiquement le livre dans les délais qui correspondaient avec les projets d'Olivier. Oui, 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 ce qu'il faut dire, c'est que bon, les trois étaient soucieux. Bah, pour moi, ce qui était important, c'était qu'ils étaient soucieux aussi de leur travail par rapport à l'environnement, parce que bah, c'est un choix qui est fait de A à Z, hein, donc ça c'est important. Antigua, qui est un imprimeur italien, était très très bon aussi à ce niveau-là. Et bah, il y a Douro au Portugal qui aussi était dans le même registre. Et donc finalement, bah, après c'est une sorte de choix personnel et puis d'entente aussi humaine. Et donc j'ai préféré pour ce livre travailler avec un imprimeur au Portugal avec qui ça se passe très bien. Et donc voilà, donc là encore une fois, être bien entouré avec des personnes compétentes et qui savent bien travailler, qui sont bienveillantes, bah, c'est la clé hein, aussi hein, du succès quoi là-dessus. Donc voilà, donc j'ai pas aucun regret, au contraire, très content de ce choix-là quoi. Est-ce que tu peux nous montrer un peu un exemple du travail que tu as dû faire, par exemple, sur les photos pour les préparer pour le livre? Ouais, ah bah oui, alors carrément. Alors je vous ai mis quelques images un petit peu de côté, des images un petit peu particulières, donc qui sont les aurores boréales. Donc c'est bien parce que là on va pouvoir toucher un petit peu le côté, l'aspect un peu photo et aussi editing. Alors c'est vrai que les aurores boréales c'est des événements assez magiques, hein, vous pouvez quasiment lire votre journal en pleine nuit. Donc c'est à la fois il y a une grosse source de lumière et à la fois quand même on est dans la nuit. Donc bon, c'est quand même pas évident. C'est pour ça que généralement les capteurs, bah, c'est là où on voit s'ils sont très forts ou pas les capteurs sur vos appareils photo, sur vos boîtiers, parce que s'ils arrivent à bien avoir une bonne exposition et avoir un bon équilibre, voilà. Et aussi en termes de sensibilité, ce que ça peut donner. Donc bah, je vous montre par exemple cette image-là. Alors Hervé, tu me dis si on voit tout bien parce que sinon, je vais peut-être Ouais, ouais, passer c'est même bien. en plein écran, peut-être même. Vas-y. Comme ça au moins vous verrez pleinement ce que je vois. Donc là, voilà, là c'est le fichier, par exemple, c'est un fichier brut de l'époque, euh, aurore boréale en Laponie norvégienne. Et après, en termes d'editing, euh, tac, voilà, on arrive à un avant-après qui est là-dedans. Donc, je ne sais pas si on le voit bien. Je vais passer là ici en développement. Donc là, je suis sur Lightroom, hein, c'est vraiment pour qu'on fasse quelque chose d'assez simple et pour vous montrer un petit peu ce qui peut poser problème. Voilà, c'est tout simplement, là on voit au point de vue des blancs, c'est très important toutes ces valeurs de blanc, là le van, toutes ces choses-là. Donc comment ça se passe? Bah, tout simplement, quand je pars d'un fichier comme ça, on va le faire ensemble. Là c'est le fichier brut. Directement, ben, soit je vais commencer à traiter mes blancs. Si je rattrape un peu trop là, ça va pas trop le faire. Et là, il faut que je travaille vraiment en localisé ou alors même avec peut-être même des dégradés ici pour pas trop toucher le ciel parce que le ciel, il faut qu'il reste quand même assez sombre. Ça, c'est sûr, c'est évident. Et vous voyez déjà, rien qu'en dessous, déjà, je vais pouvoir déjà commencer un petit peu à rattraper ici. Et tac, voilà, on va déjà commencer un petit peu à rattraper là. Surtout le piège à pas tomber, c'est pas trop exploser non plus les blancs parce que les problèmes avec les aurores boréales, c'est qu'on travaille en basse lumière et que ça va éclater des zones d'éclairage. Donc ça par contre c'est important. Donc là vous voyez par exemple les zones qui sont très claires là en bas là ici ces zones-là qui sont illuminées, c'est des blancs qui sont quasiment cramés. Donc ça il faut faire vraiment attention à ça. Et après donc on va arriver à si on veut amener une légère petite saturation de couleur et du contraste, surtout après. Voilà. Hop, alors je le fais de manière très rapide, hein, on est bien d'accord. Ça, c'est sûr. Voilà. Hop, 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 hop. Voilà. Donc là, je pourrais essayer de rattraper un peu comme ça et de rehausser. Donc déjà, ça commence un peu à ressembler déjà à quelque chose. Voilà. Et le fichier final sera un fichier, voilà, comme celui-là.
Un autre exemple, et là carrément on va Attends, prendre, juste une seconde oui, avant que tu passes à la suivante, si tu veux bien revenir dessus. bien sûr. Euh, Souvent pour les personnes qui aiment bien la photographie, ils considèrent que, par exemple, ce que Olivier vient de vous montrer, c'est un travail dans Photoshop, c'est pour changer l'image, la rendre plus jolie. Mais est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as fait ces ajustements? Ah bah oui, bah, tout simplement. Bah, déjà sur cette zone d'image que moi je trouve qui est intéressante à déjà bon moi la route j'aime bien toutes ces images avec la route. Il y a beaucoup de mes images qui incorporent une route. Parce que je trouve que c'est très graphique, c'est un message aussi euh, intéressant dans le voyage. Et là, toutes ces zones-là qui étaient dans l'ombre, je trouve qu'elles sont intéressantes à venir vraiment les rééclairer. Même le van ici, le van là qui est là, c'est intéressant parce que ça met un petit touche de l'homme là-dedans, quoi, dans ce paysage-là. Il y en aurait peut-être certains qui l'auraient enlevé. Franchement, je trouve qu'il est très bien là où il est. Puis en plus, il y a la route qui est là, c'est assez rigolo à y penser. Et après, dans le cadrage, bah, je trouve que ça marche plutôt bien comme ça, quoi, parce que j'aurais pu même encore faire un peu plus serré, par exemple, voilà, comme ça, en recentrant un peu la route, un peu plus au centre. Mais finalement, moi j'aime bien moi ce côté bleuté, ce côté quand même aurore boréale qui vient là. Alors ce qu'il faut savoir, ce qui est très, Ce que tu m'as dit, Olivier, c'est que en faisant ce travail, bah, du coup, tu avais retrouvé un peu l'ambiance que tu avais mémorisée de la prise de vue, alors que le RAW, il était clairement trop sombre. Il y avait des tas d'informations que tu n'avais pas. Et c'est ça que oui, je voulais expliquer. C'est la retouche. Le but, c'est pas juste de rendre beau, mais de faire passer le ressenti que le photographe il veut faire passer. Et donc, de rééclairer des zones parce qu'il y a des détails toi, te paraissent importants et que tu avais mémorisé quoi, dans ton cerveau. oui. Tu avais mémorisé que la scène, elle était plutôt comme ça. Et j'irais même un peu plus loin, si je peux me permettre. Il y a même des fois des éléments qui ne sont pas perceptibles au moment précis et qu'on découvre après sur la photo. Ça arrive très souvent. Donc là, c'est encore même plus. C'est-à-dire que de revivre l'instant, c'est une chose, c'est clair, c'est magique. Mais encore une fois, des fois, on se dit, ah oui, il y avait ça derrière, il y avait ça comme ci, il y avait ça comme ça. Je l'avais pas vu ou je l'avais pas vu à un moment donné dans mon boîtier. Pourquoi? Parce que j'étais happé par directement l'aurore boréale, ce spectre comme ça de lumière. C'est assez fort hein, quand même. Pour la petite anecdote, je me suis retrouvé souvent en Laponie finlandaise avec Isabelle Travadon, donc qui est une musheuse de renommée et qui a couvert énormément de courses et qui en a gagné beaucoup, mais surtout qui fait un travail avec ses chats qui est formidable. Et donc, je me suis retrouvé des fois dehors, à l'extérieur du chalet, et à regarder le ciel. Et des fois, je ne voyais rien. Donc, je me suis dit, au début, je me suis dit, eh ben, bah, s'il faut, il y a pas. Je suis tombé dans une période où il n'y a peut-être pas d'aurore boréale, tout simplement. Et c'était pas sur le papier, c'était pas le cas. Je m'étais pas renseigné comme ça. Et ben, pour la petite anecdote, Hervé, Mhm. en mettant mon boîtier sur un trépied, en mettant une pause longue, donc peut-être 30 secondes, une minute, avec directement un système donc de pause longue, hein, où l'appareil lui va capter le maximum d'informations et de lumière pendant ce temps-là. Hein. Et ben, à l'œil nu, je ne voyais rien, et tout d'un coup, j'ai mis mon appareil, j'étais un peu curieux, je me suis dit, allez, je vais essayer de faire une photo en pause longue, le ciel, direction le ciel, et là, tout d'un coup, bam, derrière le chalet, un vert, mais vraiment un vert, un beau vert immaculé. Donc à l'œil nu, je ne le voyais pas. Il y a certaines aurores boréales qui sont vraiment très très fortes, hein, comme je disais que vous pouvez lire votre journal, et il y en a d'autres qui sont peu perceptibles à l'œil humain, mais par contre avec le boîtier lui qui a capté le maximum d'informations et tout, donc je suis resté scotché quoi. Ça c'est vraiment la petite anecdote. Donc des fois si vous êtes dans des zones nordiques et que vous regardez le ciel et que vous vous dites bah, peut-être qu'il y a quelque chose derrière, bah essayez quoi, tentez. Il peut y avoir une bonne surprise à l'arrivée, quoi. Ok, il est 19h28. Hein. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et donc là, juste cette image-là, qui est pour moi hyper probante en termes par exemple, d'editing, quoi, et c'est pas facile, hein, l'hôtel de glace, c'est pareil, hein,
on est dans des zones un petit peu sombres. Il y a encore des hautes lumières. Il faut vraiment que ça soit équilibré au point de vue des couleurs. Donc, je repasse sur le grand écran. Donc là, vous voyez directement ce fichier-là qui est quand même assez sombre. C'est l'image brute, voilà, de départ. Soit, c'est pas compliqué, soit directement, je vais essayer de récupérer des ombres et je vais baisser un peu les hautes lumières. Mais il y en a pas beaucoup là ici. Je vais essayer de récupérer peut-être un petit peu aussi dans les noirs ici pour rehausser un petit peu ma photo au lieu voilà, de trop exposer parce que l'expo, ça va me faire peut-être un peu exposer mes hautes lumières et tout. Et sinon, ce qui est pas mal, pour ceux qui le connaissent pas, alors l'image au final, ça sera ça, hein, quand même, je vous le montre. OK. Et donc, sinon, ce qu'on peut faire, c'est si on part d'un zéro, carrément, on va se mettre à zéro. Donc là, on fait rien du tout, hein. Là, on est vraiment sur un fichier de base. Et hop, on va l'ouvrir avec, par exemple, un des derniers softs là, qui est Luminar AI. Et on va voir un peu qu'est-ce qu'il peut nous proposer. Et c'est pas si mal que ça pour ceux qui ont envie un petit peu de découvrir d'autres softs avec des presets un peu. Alors en ce moment, les presets c'est très d'actualité quoi. Donc là directement, j'ai ouvert Luminar AI avec la photo et là je suis allé dans un preset. Alors il y en a plusieurs hein, qui existent. Hein. Moi j'ai été dans étendue aquatique et là tout d'un coup, hop, ce preset là qui me paraissait pas mal. En termes de couleur, en termes de rehausser au point de vue un petit peu la lumière. Et là, pareil, je vais très rapidement essayer de travailler, de récupérer un peu dans les noirs, de baisser un petit peu les hautes lumières. Là, il y a un peu de contraste intelligent, vous avez vu, là, ça amène un petit peu de profondeur, ce contraste. Mais c'est un peu trop, ces hautes lumières-là, ici, là. Moi, je veux pas les perdre, ça. Parce que ça m'intéresse. Donc ça, c'est important. Donc là, les hautes lumières, carrément, je les descends. C'est un principe qui est assez utilisé, hein, qui est assez courant. Mais voilà. Et là, je vais pouvoir peut-être récupérer un peu là. Mais là, c'est un peu trop violet. Il y a un peu trop de mage là, au point de vue des couleurs. Donc du coup, tout simplement, je vais aller soit dans la tonalité de mes violets, qui sont là. Je vais baisser un peu. Je vais essayer de voir un peu. Alors là, je suis carrément tombé dans les bleus. Donc c'est peut-être pas top. Voilà, je vais faire ça, et c'est surtout dans la saturation des violets que ça va être important là, de jongler là-dedans. Voilà, et là, les cyans et les bleus, par contre, je vais les laisser. Je vais les laisser quand même. Voilà. Okay. Voilà, donc c'est rapide. Hein. Là, on n'est pas là pour faire de l'editing, hein, de la retouche, mais tout simplement, ça nous permet de voir déjà qu'est-ce qu'on peut faire et si je veux peut-être rajouter un peu de netteté aussi pour avoir quelque chose d'un petit peu plus sharp, hein, c'est possible aussi. Et du coup, Hervé, on va se rapprocher un peu de ce que j'ai sorti au final. D'accord. Alors voilà, donc c'est un choix après là. On est j'aurais pu très bien peut-être avoir une autre couleur, mais par contre ça, c'est vraiment là on parlait d'images de moments vécus. Les couleurs étaient vraiment comme ça, comme ça. Elles n'étaient pas bleues. Elles étaient vraiment dans cette couleur-là, dans les violets un peu mage, quoi. Voilà, donc ça, voilà, c'était les deux images que je souhaitais un peu vous partager sur un avant-après et comment on pouvait peut-être, qu'est-ce qu'il y avait aussi en dernier comme soft à vous proposer. Et surtout, travailler avec les bonnes couleurs pour pouvoir avoir à la sortie les fameuses bonnes épreuves de votre imprimeur. Voilà. Après, voilà, Hervé, je sais pas s'il y a s'il y a des questions par rapport à ça, n'hésite pas. Alors, ce qu'on peut faire, Je c'est, passe à autre chose. je vous ai promis que moi je faisais une petite intervention très courte et ensuite on va passer à la session questions-réponses, si tu es prêt. Je suis pareil.
Alors, du coup, moi, ce qu'il faudrait, c'est que tu me redonnes la main en tant que présentateur. Très bien. Voilà, ça doit être bon. Voilà, deux petits instants. Et donc ici, ben, l'idée, c'est de vous redonner quelques éléments clés autour de deux marques, donc BenQ et Calibrite, mais en même temps aussi des informations utiles, puisqu'il y a eu beaucoup de questions sur qu'est-ce qu'il faut faire pour calibrer. Calibrer une fois par mois après avoir attendu 25 minutes pour que l'écran ait pu chauffer un petit peu. On peut viser 100 ou 110 candélas par mètre carré à 6200 Kelvin. Je crois que c'est à peu près ça que toi, tu as choisi. Et puis, vous allez ajuster en fonction de votre pratique. Suivant les photographes, ils peuvent travailler à 5500 Kelvin. Certains sont à 6500 Kelvin. Et entre 5005 et 6005, on est quand même dans les conditions dites de lumière du jour qu'on simule sur l'écran. Et quel va être l'intérêt de faire ça? Je vous l'ai mis, triple intérêt, donc des couleurs meilleures sur l'écran, plus justes et moins flatteuses. Et ces réglages, notamment, permettent de simuler. Notamment, ce qu'a fait Olivier, c'est qu'il a pu simuler à l'écran comment son fichier allait se comporter au moment de l'impression. Ça s'appelle l'épreuvage écran. Mais pour pouvoir faire ça, les deux conditions, c'est que l'écran soit bien calibré et corresponde à votre manière de travailler, et puis que l'imprimeur vous fournisse son profil d'impression. Là, on est sur un imprimeur qui travaille avec une norme faux gras, qui a simulé le papier choisi par Olivier, donc qui est un satiné 170 grammes. Et donc, en fait, on a pu rentrer toutes ces informations dans la Creative Suite et en utilisant un outil qui s'appelle format d'épreuve personnalisé, on a accès à ce qu'on appelle l'épreuvage écran et donc voir à l'écran comment le fichier il va bouger, puisque quand on le voit en RVB, il a une tête, mais quand on le simule en CMJN, il n'a pas forcément les mêmes couleurs. Et donc, on peut faire des petits ajustements et puis se rendre compte de ce que ça va donner. Deuxième intérêt du calibrage, l'amélioration de la durée de vie du matériel, puisque quand on calibre, l'écran, en fait, envoie moins de lumière et il envoie surtout moins de bleu, eh bien, ça va l'user moins vite. On estime qu'un écran bien calibré, c'est 25% de durée de vie en plus de votre matos, donc c'est quand même pas mal. Et puis, une réduction de la fatigue oculaire. Un écran bien calibré, il va clairement puisque déjà en termes de lumière qu'il émet, c'est plus faible, et comme il envoie moins de bleu, il va moins vous fatiguer l'œil. Alors, c'est pas grave si on regarde son écran 1 heure d'affilée, mais Olivier, tu peux nous dire combien d'heures tu as passé pour préparer les fichiers pour ton livre? Je pense pas avoir compté. Je pense combien de nuits? Je Des pense nuits penser entières, compter. des semaines. Donc, ça joue sur la durée. Alors, le partenaire de cet événement s'appelle Digitphoto, c'est un revendeur qui est basé dans l'Est de la France, et il a prévu, pour les gens que ça intéresse, qui peuvent être tentés, de vous faire jusqu'au 7 novembre 7% de remise sur les BenQ SW, donc c'est des écrans de retouche photo. Après, il y a d'autres marques, on n'est pas là que pour ça. Ce qu'on vous a expliqué, c'était générique. Mais Digitphoto, eux, ils ont fait une offre spéciale sur le 24 pouces, le 27 pouces qui est le 270C, ça c'est des écrans 2K. Donc 7% de remise avec le code BenQ7. Et il y a des 27 pouces et des 32 pouces, ça c'est celui qu'Olivier utilise, celui que vous voyez à droite, qui sont des écrans 4K UHD. Alors j'ai mis en gros la différence de taille entre un 24, un 27 et un 32. Et le SW271C, le SW321C, qui sont du coup, parce qu'ils sont 4K et vu les qualités de ces écrans, ils peuvent être utilisés pour la retouche photo, mais aussi pour la post-prod vidéo. Je vous enverrai, non, je ne peux pas vous l'envoyer, mais beaucoup de personnes me demandent, mais en vrai, les pouces, c'est bien gentil, mais combien ça fait en centimètres? Donc je vous les ai mis
ici en centimètres. Si nécessaire, vous faites une petite capture écran si vous trouvez que c'est utile. Et toujours disponible chez Digiphoto. Bien sûr, les produits Calibrite. Donc, vous voyez à gauche les sondes. Et puis, j'ai mis 2 références de charts pour ceux qui sont intéressés par ces produits-là. Toujours jusqu'au 7 novembre, avec le code Calibrite15, vous avez 15% de remise sur les produits Calibrite. Et en plus de ça, jusqu'au 31 décembre, Calibrite a décidé d'offrir le logiciel que Olivier vous a montré, qui permet de créer des presets, mais aussi de les modifier. Ce n'est pas des presets un peu bêtes. Ils s'optimisent avec un algorithme qu'on appelle intelligence artificielle, mais vous pouvez ensuite les ajuster. C'est-à-dire il y a l'algorithme, mais vous pouvez jouer sur les curseurs vous-même. Donc ça, c'est offert, alors que c'est un logiciel qui vaut, je ne sais plus, je crois que ça vaut dans les 70 € normalement. Donc il est offert avec l'achat de n'importe quelle sonde. Et vous avez donc le logiciel offert, plus les 15% de remise, bien entendu. Hein, ça se cumule ici. Voilà, donc ça, c'était la petite page de publicité pour les 2 marques qui ont financé aussi cet événement. Et on va passer maintenant. Olivier, vas-y, tu peux repartager ton écran. Ou alors, il faut que je te redonne la main, je pense. Ouais, il faut que tu me redonnes le lead, ouais, tout à fait. Ouais. D'ailleurs, bon, au point de vue des températures au point de vue de mon écran, je travaille à Oui, 5500, 5500, à d'accord. 5500 Kelvin. Ouais, tout à fait. Eh bien, excuse-moi, je m'étais trompé. Non, non, Donc, pas de souci. C'est juste et je voilà, vais quoi. passer comme. Là, je t'ai mis comme présentateur, je vais te mettre en. Et voilà. C'est bon? Oh, ouais, je Voilà. pense que c'est OK. Ouais, ouais, c'est bon, Et c'est donc, on bon. va passer à la session questions-réponses. Donc, j'ai sélectionné plusieurs questions. Ouais, moi je vous ai fait défiler un petit peu d'autres photos parce que tout à l'heure ça n'a pas dû arriver jusqu'au bout. Comme ça, ceux qui sont un peu curieux pourront découvrir d'autres images Très qui bien. font partie du bouquin et qui n'en font pas partie aussi. Hein, donc, Combien t'a coûté l'édition du livre? Il y a pas mal de questions sur est-ce qu'il vaut mieux passer par une maison d'édition ou est-ce qu'il vaut mieux travailler en auto-édition? Combien ça coûte pour un livre et combien d'exemplaires, toi, par exemple, pour ton projet, tu as envisagé? Voilà des questions. Il y a toute une file autour de ça. C'est l'édition d'un livre. Vas-y, je te laisse. alors, bah, oui, oui. Donc, bah, l'édition d'un livre, c'est une étude de marché, hein, parce que voilà, là, on n'est plus photographe, mais on édite. Et donc alors les questions, Hervé, attends, je vais essayer de les prendre dans l'ordre. Tu me disais donc il y avait Alors, l'édition d'un livre, est-ce qu'il vaut mieux passer par un éditeur qui ouais, va t'accompagner et oui, t'aider à faire des choix, ou pourquoi là tu es parti sur une auto-édition, par exemple? Toi, tu as oui, oui. l'expérience des deux. Alors déjà, oui, effectivement, oui, tout à fait, parce que Kenya Safari était édité par Omniscience et avec qui j'ai fait un super travail. Mais là, le fait le choix de l'éditeur, c'est un bon choix pour être bien accompagné et ne pas peut-être s'occuper de cette lourde partie et lourde charge, effectivement, avec l'imprimeur, avec tout un lot quand même de, de travail, hein, qui est une charge de travail qui est phénoménale. Donc, si on n'a pas envie de scoltiner ça, c'est vrai que c'est mieux de travailler avec un éditeur. Ceci dit, avec tout le travail aussi accompli, c'est pas évident parce que aujourd'hui les maisons d'édition ne délivrent non plus très peu de pourcentage aux gens qui travaillent sur les bouquins et ça n'a pas forcément la même comment dire réalité en termes de revient quoi d'investissement fait sur le terrain, de coûts quand on pense à tout le travail qui a été abattu sur le terrain pour ramener ces images en termes de temps, en termes de matériel, d'investissement, c'est pas cher payé et surtout ça ne permet pas forcément de financer d'autres projets parce que vous l'avez bien compris, c'est pas forcément avec un livre qu'on va gagner sa vie, mais ça sert peut-être demain à repartir sur d'autres destinations et soulever d'autres sujets ou d'autres sujets ou d'autres problématiques.
Voilà. Donc le choix de l'éditeur, d'un éditeur déjà en place, c'est en fonction de ce que vous avez envie de vous occuper ou pas, de ce que vous vous sentez de faire aussi, et des choix personnels que vous avez aussi envie de faire. Moi, par exemple, pour ce bouquin, j'avais envie vraiment d'avoir une autre mise en page, de pouvoir proposer, je parlais tout à l'heure de plusieurs formule, hein, avec un coffret, avec une édition limitée, avec des tirages en plus. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément proposé par un éditeur, parce que l'éditeur, lui, il va juste se concentrer sur un livre et non pas peut-être sur des à côté ou même plus que des à côté, hein, même des choses qui sont importantes. Par exemple, moi, pour moi, bah, la photographie est important. Un tirage fine art, c'est un tirage de photographie d'art. Pour moi, c'est très précieux, c'est très beau. C'était important de pouvoir le proposer au public, quoi, qui me suit, qui me connaît, qui me commande des images via mon site ou qui en achète en galerie. Donc voilà, donc c'est un choix vraiment personnel, que ça soit pas forcément que financier, mais aussi surtout par rapport à vos convictions et ce que vous avez envie de mettre comme ingrédient dans votre projet. Voilà. Et moi, j'avais envie que ça soit vraiment un bel objet. Euh, voilà. Donc, 30 par 28, ça commence, c'est un beau livre. Ça commence vraiment à avoir une taille d'un très beau livre. Ouais. Ouais. Donc, Après, les questions, sinon, donc, toi, l'auto-édition, ça te permet effectivement de faire plusieurs variantes de ton livre et beaucoup de questions sur mais comment tu vas le diffuser? Parce qu'un éditeur, souvent, il a un réseau de distribution, il connaît, il sait c'est vrai. approvisionner, je ne sais pas, des librairies, etc. Toi, si tu pars tout seul, bah, tu n'as pas tout ça. Qu'est-ce que tu as C'est fait vrai. comme choix? C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors, déjà, Arctic Circle, il est tiré à 1900 exemplaires, déjà. Tout à l'heure, il y avait la question là-dessus, juste pour pas que j'oublie quand même de répondre à cette question. Mhm. Il y a 1600 pièces en format classique et 250 en format édition limitée et 50 en coffret. Donc, le coffret sera quand même assez rare. Et, euh, et donc, par rapport à la distribution, effectivement, il y a un réseau au départ national avec un éditeur qui peut aller jusqu'au Benelux, hein, jusqu'en Suisse et en Belgique. C'est le cas pour Kenya Safari. Là, pour le coup, effectivement, c'est moi qui ai dû réfléchir et essayer un peu de sortir mon épingle du jeu pour pouvoir euh, bah, essayer de le mettre en place de la meilleure manière qui soit, sans avoir ce réseau déjà en place national, parce que ben, au départ, je ne suis pas éditeur, mais ben, là, pour le coup, je le deviens. D'ailleurs, en parlant de ça, ça sera les éditions, les Invencio éditions, et ce nom a été choisi parce qu'Invention en latin, ben, je vous laisserai chercher, peut-être ça sera, vous verrez, ça colle très bien avec ce que j'ai envie de faire passer comme message et mon métier. Euh, pour le réseau de distribution, pour répondre à cette question, comme je travaille avec des structures comme des fondations ou des ONG, automatiquement, c'est intéressant parce que ces structures-là, elles aussi peuvent, pour remercier, on va dire, des fois leurs donateurs, les personnes qui contribuent à ces actions-là, ce sont aussi des personnes qui peuvent contribuer à l'achat de livres. Ça, c'est sûr. Après, il y a également beaucoup de structures comme des entreprises qui veulent faire aussi des cadeaux. C'est un bon moyen aussi de pouvoir euh, vendre les livres aussi, ça c'est sûr. Et également, là, vous savez que moi j'habite à Nice, hein, donc je suis sur la Côte d'Azur. Euh, du coup, la FNAC Monaco et la FNAC au réseau national, ça, on va dire, le bouquin là est référencé au niveau de la FNAC. Donc la sortie du bouquin, qui elle sera au 25 novembre, donc Arctic Circle sortira le 25 novembre, sera en place aussi sur la FNAC en réseau national. Et ça, c'est en termes d'éditeur, c'est mon travail de devoir le mettre en place avec aussi mon chef de projet, parce qu'à l'intérieur d'Arctic Circle, Arctic Circle, pardon, il y a aussi un chef de projet avec qui je travaille et qui est comme mon bras droit. Voilà. Donc, c'est déjà pour vous donner une petite amplitude d'une distribution ciblée, peut-être pas
dans toutes les librairies de France, mais à des endroits qui vraiment, pour moi, sont importants et qui me ressemblent. Donc voilà, qui œuvrent pour l'environnement, qui peuvent toucher du public qui sont sensibles, et puis dans d'autres lieux de la FNAC qui sont plus grand public, où là, les gens peuvent découvrir directement peut-être mon travail et ce que j'ai envie de faire passer comme message, quoi. Je pense que ce qu'il faut bien expliquer, c'est qu'en auto-édition, il faut utiliser beaucoup plus d'huile de coude. Il faut utiliser ses contacts, son réseau. Olivier, il fait aussi une exposition, hein, tu l'as dit, à Monaco, qui va démarrer en novembre à Ça. l'espace 22 à Monaco. Si vous êtes dans la région, vraiment, allez-y pour voir. C'est d'ailleurs l'entrée est publique, hein, c'est gratuit. Mhm. Où il proposera ses tirages. Et puis, comme ça, il a le livre en complément, parce que tout le monde ne peut pas se permettre d'acheter un tirage. Donc ça peut être une démarche. Il y avait une grosse question, plusieurs en fait, autour de tout ce qui est le statut. Et toi, tu as un statut d'auto-entrepreneur, d'entreprise, comment c'est? Oui, alors moi j'ai un statut qui est comme une micro, quoi, comme un auto-entrepreneur, quoi, hein, on peut dire ça pour simplifier. Donc c'est rien de bien compliqué, hein. Après, il faut pouvoir, dès qu'on édite, créer sa maison d'édition. Et ça, bon, après, c'est de l'administratif, hein. Et après, une fois que c'est lancé, que vous l'avez inscrite et qu'elle n'existe pas, d'avoir un nom qui n'est pas encore déposé, hein, ça c'est important aussi, évidemment. Vous créez votre propre maison d'édition. Et à partir de là, euh, tout s'articule, puisque vous avez l'imprimeur, vous avez votre maison d'édition, les personnes qui travaillent autour de ce projet, qui sont très importantes. Et vous avez bien compris, c'est souvent des personnes qui me suivent et qui travaillent avec moi depuis un certain temps. Donc il faut, voilà, confiance dans le travail derrière, qui est importante. Il y a plusieurs personnes aussi qui ont demandé est-ce que on peut faire des petits volumes. Donc, alors il y en a un qui a proposé Blurb. Il y a la possibilité aussi pour se mettre en jambes de faire des fois simplement 6, 8, 10 unités en passant par, vous savez, des gens qui vous proposent un livre photo. Par contre, vous serez très vite limité, et c'est pour ça qu'Olivier n'a pas du tout choisi ça, en termes de format. Ça va pour des petits formats. Vous ne pouvez pas choisir du tout de la même manière la qualité de papier. Vous avez quand même, c'est pas les mêmes choix, donc c'est important de le dire. Mais ça peut être un très bon moyen de se rendre compte de tout le travail qu'il faut faire, même en passant par ces intermédiaires-là. Il y a tout un travail quand même de préparation, l'editing, donc le choix des photos, la préparation des fichiers, la mise en page, et donc peut-être avant de vous lancer dans un très gros projet, faire un premier livre avec un plus petit volume pour ensuite passer à un projet plus grand. D'ailleurs, Olivier, lui, le premier livre qu'il a fait, c'était avec un éditeur, et c'est que ici, sur son deuxième ouvrage, qu'il a choisi de prendre plus de risques par lui-même et aussi avec tout le temps que ça représente. Et je pense que c'est peut-être intéressant de comprendre ça comme démarche. Là, en plus, c'est la photo pour ça, c'est l'affiche L'exposition. pour l'expo. Ouais, voilà. Voilà, c'est l'affiche pour l'expo. Ce qui est très important, vraiment, c'est ce que vous avez envie de raconter. C'est-à-dire, euh, on a parlé tout à l'heure de la genèse, mais voilà, c'est important de savoir ce qu'on a envie de raconter. Dans le bouquin, par exemple, dans Arctic Circle, j'avais vraiment, par exemple, moi, à cœur de montrer aussi qu'est-ce qu'il y avait en termes de recherche aujourd'hui pour des énergies euh, renouvellement durable, par exemple. Je sais qu'il y a Energy Observer, qui est une structure que je suis déjà depuis leur début. Pour moi, c'était important, par exemple, de les intégrer dans le bouquin. Et Victorien Russard, qui est celui qui a lancé Energy Observer, dedans, ils ont une, un espace à louer dans le bouquin. J'ai voulu vraiment leur laisser de la place pour que les gens puissent se rendre compte aujourd'hui qu'est-ce qu'il y a sur quel voilà à un instant T où on en est en termes de recherche sur des énergies à développement durable
parce que il faut se poser toutes les questions et voilà. Et quand vous voyez tous ces problèmes et tous ces gros paquebots qui consomment, qui polluent et ainsi de suite, à côté de ça, il y a des personnes comme Energy Observer qui, eux, font marcher, essaient de faire des recherches et ils y arrivent hein, comment dire, ils ont sillonné avec leur bateau, leur catamaran, Oui, c'est un tout ce bateau à qui est énergie positive, c'est-à-dire qu'il ne consomme aucune énergie fossile. Il est totalement autonome en utilisant du solaire, des turbines à vent et un système de hydrogène, pile, qui pile à travaille à gros. l'hydrogène. Ouais. Et qui est en zéro émission carbone. Ils ont pu faire le tour du Spitzberg, ils ont pu naviguer dans ces eaux qui sont très, très, très. Une fois au Spitzberg, les eaux sont pas mouvementées, mais les traversées sont très, très compliquées des pôles. Le Spitzberg, c'est la mer de Barents, c'est la piste de danse du diable, comme on dit. Et en Antarctique, c'est le Drake. Mais là, ils ont pu, eux, même naviguer en zéro émission carbone au Spitzberg. Ils ont fait le tour du globe. Donc, je vous invite à les découvrir déjà dans ce qu'ils font, hein, donc Energy Observer. Et en plus, dans le bouquin, ils seront présents et il y a quelques bien sûr, mots de Victorien Russard qui sont très prometteurs pour la suite, quoi. Très bien. Et donc, dans tes partenaires, tu as euh, la préface qui est faite par Jason Roberts. Tu as mis volontairement un petit espace pour Energy Observer. Et je crois qu'à la fin, le dernier mot, c'est le directeur de la fondation du Prince Alberto de Monaco, Oui, qui c'est le en parle. vice-président qui est Quel- Olivier Venden. Ouais, tout à fait, le vice-président de la Fondation Prince Alberto de Monaco, c'est ça. Dont la fondation est très très sensible, bien sûr, à tout ce qui est marin et encore plus au pôle parce qu'ils ont des campagnes qui commencent qui vont commencer des actions sur les pôles entre 2022 et 2024. Et du coup, ils nous ont fait l'immense honneur de pouvoir aussi soutenir l'ouvrage qui est Arctic Circle et également l'exposition qui dure pendant 3 mois à Monaco. Et on sera très heureux de venir vous accueillir si vous êtes bien sûr dans les parages, comme tu disais Hervé, durant cette expo qui dure 3 mois. Donc il y a du temps pour venir si vous le souhaitez. Voilà. Parfait. Ben, il est 19h55. Merci à tout le monde. Je pense qu'on va arrêter là. On a répondu à la majorité des questions, certaines au fil de l'eau, et puis d'autres à partir des questions qui avaient été posées. J'espère qu'on n'en a pas oublié de grosses. Ben, tu peux te remettre ton. Voilà, très bien. Je t'avais perdu. Et moi, je vais vous souhaiter une très très bonne soirée. Merci à tous. Vous étiez nombreux à participer à ce webinaire, hein, puisqu'on est monté à plus de 160, presque 180 personnes. J'espère que ça vous a plu et que vous avez appris quelques trucs sympas. Suite à cet événement, ce qu'on fait, c'est qu'on va vous envoyer un petit email avec le lien sur les offres spéciales, un lien pour en savoir plus sur le travail d'Olivier Henrigot et sur son livre si vous êtes intéressé. Et la possibilité, puisque je vois qu'il y a des gens qui sont très en retard, qui se sont connectés il y a 20 minutes, de regarder le replay, hein, vous inquiétez pas. Vous pouvez éventuellement le communiquer à d'autres personnes si vous le souhaitez. Et puis à très bientôt pour un prochain événement. Normalement, on a une masterclass qui est prévue le 15 novembre avec Loris Romano. Ça devrait être assez intéressant. Alors, on est beaucoup plus sur la photo de mode et l'utilisation des chartes comme une charte un petit peu comme celle-ci, alors qu'avec Olivier, on était autour des problématiques de travail des fichiers pour pouvoir sortir un livre. Et c'est ce qui est intéressant aussi avec la photographie, c'est que ça peut prendre plein de formes. Et donc là, Olivier, ce qu'il propose, c'est de transformer ces photos en un très bel objet qui est un beau livre. Merci Hervé, Voilà. merci à vous tous d'avoir suivi ce webinaire. J'espère que ça a été intéressant et passionnant pour vous. En tout cas, Oui. Beaucoup de remerciements, Olivier. si d'ailleurs il y a des questions à laquelle on n'a pas pu peut-être répondre en termes de délai, de temps, vous pouvez toujours me les poser sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram ou sur Facebook ou LinkedIn aussi. Donc il n'y a pas de problème, je vous répondrai avec grand plaisir. C'est le but, hein, c'est toujours partager cette passion, partager
ce souci de toujours essayer de mieux faire pour notre environnement et pour notre travail et ce qu'on est pour la suite. Donc voilà, merci Hervé, merci à vous tous. Merci beaucoup C'est Olivier, une belle passe soirée. une très bonne soirée, bonsoir à tous et une prochaine. Allez, au revoir. Salut.